Au cœur de la liberté, vidéo numéro 18. Alors, la démocratie. On a tous appris ça, hein. C'est le système qui est venu après les rois, pour nous libérer de leur tyrannie. L'idée de base, c'était ça. On tourne la page de la monarchie et de son pouvoir absolu. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Et si en fait cette abolition n'était qu'une illusion? Si au fond on n'avait pas changé le système, mais juste le décor? C'est une question un peu provoque, je sais, mais c'est celle qu'on va creuser aujourd'hui. Ok, revenons un peu en arrière. Le problème avec la monarchie, c'était quoi au juste? Eh bien, c'était simple. Le roi était le propriétaire de tout. Il avait le dernier mot sur absolument tout. Et la démocratie, elle, arrive comme la grande solution. Fini tout ça, maintenant le pouvoir et la propriété, c'est pour le peuple. Logique. Mais la vraie question, c'est, est-ce que ce transfert de pouvoir a réellement eu lieu? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'idée, c'est que la démocratie n'a pas vraiment éliminé le pouvoir du roi. Non, elle l'a juste déplacé, transféré. Du coup, le changement ne serait peut-être que cosmétique, juste en surface. Cette citation, elle résume l'idée à la perfection. La démocratie est une monarchie confiée aux bureaucrates. C'est assez fort, non? Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que la structure même du pouvoir, elle, n'aurait pas bougé d'un iota. On aurait gardé le squelette de la monarchie, mais en changeant juste la tête. Le roi a été remplacé par autre chose. Alors, qui sont-ils, ces nouveaux rois? Eh bien, selon cette perspective, le pouvoir absolu du monarque n'a pas disparu. Il a juste été éparpillé, fragmenté. On l'a distribué à une véritable armée de bureaucrates, de fonctionnaires. Réfléchissez-y une seconde. Chacun d'eux devient une sorte de roitelet dans son propre domaine. Il a un pouvoir de décision qui, quand on y pense, ressemble étrangement à celui d'un propriétaire. Bon, pour bien piger la suite, il faut qu'on soit clair sur un mot super important, la propriété. C'est quoi être propriétaire? Ici, la définition est très directe. Ce n'est pas juste avoir le droit d'utiliser un truc, non. C'est avoir le droit exclusif de le contrôler. C'est ça la clé. C'est être celui qui, à la fin, a le dernier mot. Alors, si on garde cette définition en tête, la question qui suit, elle devient limpide. Si être propriétaire, c'est avoir le contrôle final, qui l'a vraiment, ce contrôle, dans notre société? Est-ce que c'est le propriétaire, sur le papier, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Prenons un exemple, un truc tout bête. Quelqu'un veut construire une piscine dans son jardin. Il est chez lui, c'est son terrain, mais voilà, un bureaucrate, un fonctionnaire débarque et dit « Non, vous n'avez pas le droit ». En appliquant un règlement, il peut bloquer tout le projet. Et c'est là que tout se joue. Ce fonctionnaire qui n'est pas propriétaire du terrain exerce pourtant le contrôle ultime. En gros, il agit comme s'il en était le véritable propriétaire. Cet exemple de la piscine, il illustre super bien la différence entre deux grandes idées du droit. D'un côté, on a ce qu'on appelle le droit naturel. Ça, c'est basé sur le consentement, les contrats. Par exemple, si des voisins se mettent d'accord entre eux pour ne pas construire de piscine, c'est un contrat, c'est leur droit de propriétaire qui parle. Mais de l'autre côté, il y a le droit positif. Ça, ce sont les règles fabriquées par l'État. Et c'est ce droit positif qui permet à un acteur extérieur, le fameux bureaucrate, d'imposer sa volonté, et donc de passer par-dessus le droit du propriétaire. Et là, la conclusion de l'argument, elle est assez percutante. En utilisant ce droit positif, la démocratie deviendrait carrément l'inverse du droit naturel. C'est fou quand on y pense. De la même manière que le roi imposait sa loi à l'époque, aujourd'hui c'est le système démocratique qui a le dernier mot, et plus le propriétaire lui-même. Du coup, la question qui vient juste après, c'est « Bon, d'accord, si le système est le problème, est-ce qu'on peut l'utiliser pour le réparer? Est-ce qu'on peut, par exemple, réformer la démocratie de l'intérieur pour qu'elle respecte à nouveau ce droit de propriété et ce droit naturel ?» Alors là, la réponse de cette analyse, elle est sans appel, non. C'est une impasse totale. Et pourquoi? Parce que même si on essaie de réformer le système de l'intérieur, on ne touche pas au problème de fond. On resterait toujours dans une structure où un pouvoir de contrôle final existe. Ce pouvoir changerait juste demain. Il serait exercé par d'autres personnes, c'est tout. Et il faut savoir que cette idée, même si elle a l'air radicale aujourd'hui, elle n'est pas du tout nouvelle. En fait, ce genre de critique sur la vraie nature de la démocratie, ça remonte à bien plus d'un siècle. Oui, et des penseurs comme Gustave Le Bon, qui analysait déjà l'irrationalité des foules en politique, ou encore Émile Faguet qui parlait du culte de l'incompétence en démocratie. Tout ça, c'était au début des années 1900. Il pointait déjà du doigt certains risques. Et beaucoup plus récemment, un philosophe comme Hans Hermann Hoppe a vraiment poussé cette critique à fond dans son travail. D'ailleurs, pour celles et ceux qui voudraient creuser le sujet, voici quelques pistes de lecture. On a bien sûr le livre de Hoppe, qui est central, mais aussi les ouvrages de Le Bon et Faguet pour comprendre les racines de cette critique. Et puis, pourquoi pas, un petit retour au classique avec Aristote, histoire de mettre tout ça en perspective. On termine donc cette analyse sur une question qui reste ouverte. Parce que si on suit cette logique jusqu'au bout, si on accepte l'idée que la démocratie n'est qu'une sorte de monarchie déguisée, alors ça nous oblige à tout repenser. Si le roi et le bureaucrate, au fond, représentent le même problème de contrôle absolu, quelle est l'alternative? Qu'est-ce qui reste? Voilà la vraie question que cette perspective nous laisse sur les bras.